Patrick Chaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Ain, président de l'AVICA qui copilote ces 10e universités de la transition numérique des territoires avec nos amis d'Infranu, mais également vice-président de la FNCCR en charge de l'ensemble du volet numérique. Tout à fait. On y reviendra. Donc le plan France Très Haut Débit, bon, de l'aveu de tout le monde, c'est quand même un succès. Hein, et même, je dirais, à l'étranger, certains nous l'envient, c'est pas si souvent, et donc cocorico sur ce coup-là. Mais au moment où le cuivre est en train de s'éteindre, la fameuse migration, la fibre devient une infrastructure totalement critique, hein, stratégique. Ce sera notre seul réseau de télécommunications, et il semblerait qu'on ne dispose d'aucun outil pour organiser sa pérennité et sa résilience. Alors, pour le dire tout de go, est-ce que le réseau très haut débit français est un colosse au pied d'argile? Alors, je crois que l'introduction a été parfaite. Parce que, effectivement, l'histoire a fait que ce réseau fibre optique a pris de l'importance, notamment avec une décision importante qui n'était pas forcément connue au départ de ce projet, qui a été l'extinction du réseau cuivre. Et cette extinction du réseau cuivre donne une responsabilité supplémentaire finalement à ce réseau fibre optique dans sa fiabilité, dans sa résilience et dans sa performance aussi. Donc, il faut se reposer les bonnes questions. C'est-à-dire que les hypothèses de départ ayant changé, il faut aujourd'hui reposer un certain nombre de questions sur cette résilience qui est indispensable. J'ai coutume de dire que finalement le réseau fibre, à sa construction initiale, c'était un réseau de confort. C'était presque du luxe. Hein, on donnait une capacité et un accès à la capacité à tout à chacun, alors même qu'on avait déjà un réseau de communication qui faisait finalement office et qui répondait aux exigences de chacun, notamment aux questions de résilience et aux questions de sécurité. Le fait qu'on ait pris une nouvelle décision impose qu'on se repose les bonnes questions et que non seulement on se pose les bonnes questions, mais qu'on y apporte des réponses. Et alors les réponses, elles sont à la fois techniques, hein, pour trouver les conditions d'une continuité de service, mais aussi financières. Parce que de fait, évidemment, il faudra donc investir, trouver des solutions techniques et technologiques pour faire en sorte que on renforce le réseau dans ses objectifs. Parce que quand on parle de résilience, alors effectivement, on parle souvent des aléas climatiques, hein, de l'exposition aux aléas climatiques, ce qui fait que bon, quand on se dit ah, il faut tout enterrer, puis quand on voit le prix du kilomètre de génie civil, on se dit bah, en fait les poteaux c'est très bien. Derrière cette question de résilience, c'est aussi la résistance aux cyberattaques ou au sabotage. Et puis il y a, vous le disiez il y a un instant, le modèle économique, la pérennité de ce modèle économique, le fait qu'à un moment donné on a trouvé l'investissement pour déployer. Est-ce qu'on va trouver un peu sur le modèle, et là par la votre casquette FNCCR, est-ce qu'on va trouver un modèle de péréquation un peu comme dans l'esprit du FACÉ? Alors c'était la proposition maintenant en 2013 du projet de loi d'Hervé Maurey. Hein. Donc est-ce qu'on est en chemin pour trouver un modèle économique qui permettrait de maintenir et de faire évoluer ces réseaux dans le temps long? Alors déjà, la résilience, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi une question peut-être encore plus basique, c'est l'énergie. Ouais, Parce que c'est vrai. sans énergie, contrairement au réseau cuivre, ce réseau ne fonctionne pas. Voilà. Alors j'ai donné un petit exemple qui est un peu mon fil conducteur depuis déjà des années. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, on n'a pas imposé de façon industrielle à mettre des piles dans les box. Parce qu'une pile dans une box, Mhm. ça coûte rien, notamment quand c'est fait de façon industrielle, Ouais. mais ça peut rapporter gros. Pourquoi? Parce que imaginons que donc demain, la situation fait que on n'ait que des réseaux fibre optique et du mobile
qui Oui, peut oui. être une solution de secours. Qu'on soit dans une vallée de montagne alimentée par une ligne électrique qui vient irriguer le territoire, une coulée de boue ou une avalanche qui coupe cette vallée et qui fait tomber la ligne électrique, les gens qui sont derrière, emprisonnés dans cette vallée, n'ont aucun moyen d'appel, Aucun moyen de aucun communication. moyen de communication. Pour une raison simple, c'est que l'antenne ou le pylône ne sera plus alimenté, Oui. et l'ensemble des box ne seront plus alimentés. Alors, on peut avoir sur le réseau fibre, lui, des moyens d'alimentation, parce que beaucoup d'armoires type nœud de raccordement optique sont secourues par des batteries pour au moins 2, 3, 4 heures Elles ont un backup énergétique. pour pouvoir effectivement faire en sorte que les matériels actifs continuent à fonctionner. Très bien. Mais, et ça d'ailleurs, on pourrait l'imposer dans l'architecture définitive des réseaux. Mais si chez moi, j'ai pas d'électricité, je ne pourrais pas utiliser mon réseau fibre optique, notamment sur ce volet téléphone en fait. Voilà, Oui. pour parler simple. Je dis pas qu'il faut qu'on continue à surfer sur le web et pouvoir accéder à toutes ces données. Je dis qu'il faut qu'on ait un moyen de secours. Mais ça, c'est une réflexion basique qu'il faut qu'on mène ensemble et qu'on puisse pousser vers une mise en œuvre sécuritaire. Bon. Alors, sur l'aspect financement, effectivement, je pense que quand on parle de résilience, il faut qu'on l'accompagne financièrement et qu'on mette en place un objectif partagé le plus uniforme possible d'un point de vue territorial, et territorial national. Pour cela, le meilleur outil, c'est la péréquation. Et alors là, quand on parle de péréquation, c'est même 2009, la loi Pinta, Ah oui, déjà. qui avait fléché à l'époque le Fonds d'aménagement numérique des territoires, le FANT, Le FANT, oui. le fameux FANT, qui avait un double objectif. Le FANT, c'était un peu le plan France Très Haut Débit pour Ouais. pouvoir faciliter la mise en œuvre. Donc ce volet-là, on n'en parle plus. Je veux dire, voilà, il a été réglé par un autre mécanisme qui a très bien fonctionné. Et vous l'avez dit, on peut se féliciter de ce qui s'est fait sur le territoire national. Et le deuxième volet, qui était donc la partie vie du réseau. Et dans la vie du réseau, il y a deux grands sujets. Le premier sujet, c'est l'exploitation des réseaux, sur lequel, on le voit bien, en fonction des territoires, on n'aura pas les mêmes coûts, Ouais. alors même que le coût du service est uniforme sur l'ensemble du territoire national. Et le deuxième volet, qui est les investissements futurs à venir ou les investissements souhaités par la politique nationale. Et dans ce volet-là, j'intègre évidemment la volonté de réseaux résilients qui apportent une sécurité à chacun des Français sur le territoire. Donc, oui, donc finalement trois grands thèmes d'investissement. Hein. Le premier établissement, l'exploitation et les investissements de vie du réseau, qui sont tout ce qui concerne les renforcements de réseau, parce qu'il y en aura, Oui. les extensions de réseau, il y en aura, les mises en souterrain de réseau, il y en aura, les dévoiements, ce qu'on appelle les dévoiements, et puis tout ce qu'on peut rajouter avec une volonté nationale, comme les questions de résilience. Et donc ce fonds, il a une chance un jour de se voir abonder, ce fonds de péréquation. Il y a moyen de la faire fonctionner. Alors, on y travaille, Oui, on y travaille ardemment. J'ai fait quelques propositions très concrètes ces derniers mois sur le sujet. Moi, j'y crois. oui. J'espère que globalement, on sera évidemment suivi par l'ensemble des partenaires, que ce soit les partenaires, acteurs de la filière, comme les opérateurs d'infrastructure, les opérateurs commerciaux, mais aussi par le ministre qui porte ces sujets-là, l'ARCEP. Mhm. Et puis, il y a finalement un organe qui a à prendre ses responsabilités dans tout ça, c'est le Parlement.
parce que les parlementaires sont là pour donner ces impulsions et donner les moyens de ces impulsions par la loi. Et les orientations de cette loi. Donc j'ai bien l'ambition, dans le cadre du prochain budget, qui arrivera, je l'espère, le plus vite possible, Incessamment. de faire des propositions dans ce sens, afin de permettre ensuite la mise en place donc opérationnelle, qui sera donc obligatoirement accompagnée notamment par le régulateur. Mais on sent bien que c'est la Chambre des territoires, le Sénat, qui est à la manœuvre sur l'ensemble de ces sujets depuis des années. On sent qu'il y a quand même un manque de perception de ces enjeux-là côté Assemblée nationale. Enfin, ça, c'est une perception externe de citoyens. Mais on a l'impression que c'est un peu à sens unique dans la navette parlementaire. Alors, j'irai pas ça parce qu'on a quelques collègues députés qui évidemment sont conscients des problèmes. Ouais. On sait que à l'Assemblée nationale, c'est sûrement moins facile de pousser quelques dossiers. On l'a vu sur notamment la qualité des raccordements, par exemple, hein, qui était encore un sujet abordé cette année dans le cadre des tables rondes de ces universités, et sur lequel donc des propositions de loi ont été faites au Sénat, votées au Sénat et qui sont un peu bloquées dans la navette parlementaire. Mais à nous et à nous associations et à moi en tant que parlementaire finalement de faire de la pédagogie autour de tout ça pour inciter nos collègues députés à suivre ces propositions et à faire en sorte qu'elles puissent donc aboutir à une loi qui donne l'impulsion. Autre sujet, c'est le déploiement sur l'ensemble du territoire national. Alors, je dirais, dans la queue de comète de l'appel à projet conduit par la Banque des territoires sur les territoires intelligents et durables, on a vu s'enflammer les territoires autour de ces réseaux d'objets connectés, de ces nouveaux services, parfois très très évidents dans le domaine de l'éclairage public, dans le domaine de la gestion de l'eau, dans le domaine des économies d'énergie. D'ailleurs, il y a énormément de syndicats d'électrification, enfin de syndicats d'énergie au sens large, qui sont impliqués dans ces projets-là. Ma question, c'est est-ce que la flamme, elle est encore vive? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment cette envie? Ou est-ce que les incertitudes budgétaires ont tendance à doucher les enthousiasmes? Alors, si vous me permettez, je reviendrai sur les queues de comète, sur la réalisation des réseaux. Parce qu'il reste encore quelques queues de comète sur la réalisation, et notamment en Mayotte. Moi, je suis très inquiet Oui. sur ce qui se passe à Ah oui. Mayotte. J'essaye de défendre et de pousser le fait que on réussisse Mayotte, qui est le dernier département à se lancer dans cette opération. Vous savez qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport à un risque de double déploiement qui pourrait mettre en péril donc l'équilibre économique de Mayotte. Donc j'ose espérer qu'on trouvera une solution rapide pour faire en sorte que ce plan France Très Haut Débit finisse sur une belle réussite et conclue finalement se conclue sur une réussite plutôt que sur finalement une opposition, une petite bataille qui, à mon sens, n'a pas d'intérêt stratégique. Voilà, donc je finis là-dessus. Sur donc les objets connectés, la flamme est toujours là parce que l'intérêt des collectivités et de beaucoup d'opérateurs est assez vive. Tout le monde comprend que finalement on a un réseau hyper performant et que ça serait dommage finalement que de s'en servir pour des besoins basiques. J'allais dire, on a une Ferrari, et si on utilise la Ferrari uniquement pour aller chercher sa baguette le dimanche matin, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc, essayons de faire en sorte de pouvoir de donner à ce réseau et prendre aussi de ce réseau des capacités à accompagner, notamment dans toutes les initiatives en matière environnementale, parce que Oui. quand on peut se servir d'un réseau pour faire de la gestion d'éclairage public, c'est dans un but évidemment d'économie d'énergie, mais aussi un but De environnemental, sobriété énergétique, ouais. de maîtrise des énergies et tout le reste. Donc l'envie est là. Oui. Ce qui reste sûrement plus aléatoire, c'est à trouver les investissements pour faire en sorte que les choses se réalisent. Alors moi, j'ai un espoir, c'est que globalement, je pense qu'on peut déjà, sur un certain nombre d'activités, trouver l'équilibre économique.
puisque je le dis, c'est pour faire des économies. Bon. Oui. Donc, si déjà, on pouvait pousser tous les projets qui sont avec une vocation d'économie d'énergie et donc finalement autofinancer ces projets par les économies à venir Soit autofinancé, soit même bénéficiaire à moyen terme. et bénéficiaires à moyen et long terme, ça serait déjà pas mal. Donc, avant de finalement partir dans des délires parce que on peut tout faire. C'est tellement grisant d'avoir un outil comme ça. C'est qu'on pourrait se dire, tiens, on va compter le nombre d'oiseaux qui vont passer au-dessus de la tête. Alors Il y a des endroits où c'est pertinent, mais c'est pas forcément pas partout. inintéressant. Mais d'un point de vue équilibre économique, je suis pas sûr Ça se regarde. grand-chose, quoi. Voilà, bon, bref. Mais je prends cet exemple. Je n'ai rien contre les oiseaux, hein, mais c'est parce que bon, voilà, il m'apparaît comme étant plus futile que certains, notamment quand on parle de gestion de la circulation, de gestion des parkings, de gestion des feux, de gestion de flux de circulation, de gestion de l'éclairage public, de gestion des réseaux d'eau, de détection de fuite. Enfin voilà, on peut avoir vraiment une idée toutes les 5 minutes. Qui s'appuie sur un réseau de ce type-là et qui peut générer, encore une fois, des économies qui pourront permettre de pouvoir accéder à ces projets. Et de retrouver des marges de manœuvre pour investir localement aussi, hein, et produire du service public par les collectivités. Oui, par contre, à mon sens, ce qui est important d'un point de vue collectif, c'est qu'il y ait une forme d'homogénéisation. Hein, c'est-à-dire que l'interopérabilité dans tous ces sujets est essentielle pour éviter qu'on refasse 4 fois la même chose. Et quand je dis 4 fois, ça peut être 10 fois. C'est-à-dire que chaque collectivité réinvente l'eau chaude. Ça serait intéressant qu'il y ait une forme de standard, oui, et de pôle de mutualisation, en fait, porté par la NCT, pourquoi pas, qui a joué son rôle dans le développement des réseaux, pour faire en sorte que de mettre en relation et d'éviter la multiplication des dépenses sur un même sujet. Ça serait déjà une économie. La rentrée politique sera mouvementée sans aucun doute. Et la rentrée de la VICA, le trip d'automne le trip d'automne, il se prépare avec beaucoup d'enthousiasme. On sera sur quel sujet? On sera sur l'économie. L'économie des réseaux, des RIP. Oui, on a donc, j'allais dire, au trip de printemps, donné une impulsion pour dire attention, il y a urgence. Donc, je suis très satisfait de voir que notamment l'ARCEP a lancé une consultation juste avant l'été. Et vous avez été entendu, oui. Pour pouvoir justement aller dans ce sens-là. On espère, et je l'ai demandé à la présidente de l'ARCEP, qu'au trip d'automne, on ait déjà des premières indications qui nous laissent entrevoir une mise en application rapide. Quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour la fin de l'année. Et pourquoi je dis qu'on a besoin de ça d'ici la fin d'année? Parce qu'il y a un certain nombre de collectivités qui sont en difficulté et qui auront des difficultés s'ils ne voient pas de solution arriver. Et d'ici la fin d'année, normalement, on aura un budget à voter. Dans le cas de ce budget, je pense qu'il serait important qu'on intègre ce sujet, hein, en tout cas qu'on en donne déjà une impulsion pour d'abord donner des explications à nos collègues, les inciter à suivre nos propositions et pourquoi pas donc déjà intégrer dans les lois de finances la création de fonds de péréquation qui seront nécessaires. Parce que c'est ça le sujet. C'est pas forcément financier. Hein, dans la loi budgétaire, dans le projet de loi de finances, il n'y a pas que à mettre des zéros derrière des chiffres. Ça, oui. Il y a aussi, en fait, à mettre en musique tous les mécanismes liés au financement, et notamment les mécanismes de fonds de péréquation doivent passer par la loi de finances. Donc j'ai bien l'ambition, encore une fois, que dès cette année, on y voit un peu plus clair sur ces fonds que je vois, moi, de deux ordres. Hein, donc
Je dis, on ne parle plus du premier investissement, mais un fonds de péréquation d'exploitation Ouais. et un fonds de péréquation lié à l'investissement ou aux futurs investissements, ce que je pourrais appeler la vie des réseaux. Merci beaucoup. Donc Merci à vous. un nouveau coup de pression à l'automne avec le trip de la Vica. Patrick Chess, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'Ain, président de la Vica et vice-président de la FNCCR. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.